Deuxième, donc je suis dans cette énergie de la peur. Et dans cette énergie de la peur, de la survie, voilà ce que l'univers m'apporte. Demandez et vous recevrez. Mais vous recevez non pas parce que ce que vous voulez réellement, vous recevez en fonction de votre vibration. Tu es seul, tu attires quelqu'un qui est seul. Tu manques d'argent, tu attires quelqu'un qui peut-être a un peu d'argent, mais a des difficultés financières aussi. Parce que moi, ce partenaire, quand je l'ai rencontré, bien sûr, il avait une vie, une situation financière, mais sauf qu'au moment où je le rencontre, il vient de finir son contrat. Parce que il faisait du portage salarial. Donc, il vient de finir son contrat. Donc, c'est mon énergie qui l'emmène. C'est ma vibration qui l'attire à moi. C'est quelqu'un qui gagne 5 000 € d'habitude, mais comme il termine son portage salarial, il est au chômage, donc ses revenus baissent. Et lui-même, c'est difficile pour lui. Mais c'est ma vibration. Comme c'est ma vibration, je me dis, non, c'est pas grave, ça va aller avec le temps, il va retrouver du travail et on vivra beaucoup mieux. Non. Le message que l'univers voulait, la leçon que l'univers voulait que j'apprenne de cet homme, et le message qu'il est venu m'apporter, ce n'est pas ce message-là où je dois toujours m'accrocher, être en mode survie, dépendre, attendre de l'autre qui me sorte de mes merdes existentielles, que ce soit revenu, que ce soit affection, tout autre professionnel. Non. Ce n'est pas ce message-là qu'il est venu m'apporter. Donc je leur demande, alors, bon, cet homme, il est en procédure de divorce, je ne comprends pas pourquoi j'ai de nouveau affaire à ce genre de personnes. Quand c'est comme ça, tu as la réponse tout de suite. Hein? La réponse vient beaucoup plus tard. Je me dis, bon, ok, c'est lui qui est là devant moi, il se trouve qu'il me plaît, on va y aller, mais j'y vais en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un partenaire qui ne correspond pas totalement sur le plan physique, matériel, avec tes 5 sens, qui ne correspond pas totalement à ce que tu veux, mais comme ton subconscient a un but bien précis, si tu es dans ce travail de conscience, vaut mieux pour toi que tu suives ce que ton subconscient te propose. Parce que c'est là qu'est le message caché. C'est là qu'est le trésor. Parce que si tu t'entêtes, moi je me suis rendu compte que si je m'entêtais à refuser, à dire lui ça va pas, lui ça va pas, j'allais pas trouver. Et surtout, j'allais pas apprendre mes leçons. Et les années allaient passer. Je me suis dit, bon, il est là, 3 hommes mariés, enfin, ils n'étaient pas mariés, ils étaient en procédure, mais qui viennent comme ça à la suite, c'est que j'ai un message à apprendre, je vais l'apprendre. Donc je rentre en relation en étant sur mes gardes. La relation, comme toute relation au début, hein, ça se passe bien, joli, amour, chérie, je t'aime, moi non plus, ça se passe bien. Mais au bout du compte, ça nous rattrape. Nos vibrations nous rattrapent. Donc, crise de jalousie. On accuse l'autre de ne pas nous rendre heureux. Tu n'es jamais là, reproche. Et au final, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans la dynamique relationnelle, quand on veut passer de cette vibration à celle-ci, pour créer une relation saine et authentique, vaut mieux faire le travail de lever. C'est pour ça que j'ai mis ça en bas, j'ai mis une pyramide. Puisque la grande partie d'entre nous se trouve ici, et ici, il y a très peu. Donc, pour trouver un partenaire qui va t'emmener là, il faut déjà l'accepter, voir, décoder le message qu'il est venu t'apporter, et puis tu augmentes tes vibrations, et à ce moment, tu vas te rencontrer la personne qui sera sur cette vibration. Et donc moi, avant, donc c'est ce qui est recommandé, hein,
à vous de rompre ce genre de relation, parce que sinon, on se retrouve dans un scénario à répétition. Le subconscient, lui, il veut que tu apprennes tes leçons. Lui, il veut que tu comprennes le message. Donc, si tu ne comprends pas le message, il va t'en renvoyer un autre. De la même manière, à quelques détails près, il t'en renvoie un autre. Donc, avant de rompre, j'interroge mon subconscient. Je dis, voilà ce qui se passe. Voilà. Moi, je ne suis pas épanouie, je suis plus heureuse dans cette relation, mais je n'ai pas envie que ça se termine comme ça. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Introspection. Comme je l'avais dit, je fais une mise à jour de mon logiciel interne. Donc, j'ai fait une mise à jour de mon logiciel interne et en écoutant les indications qui m'ont été données, je me retrouve, je commence à sentir une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine harmonie qui s'installe en moi. Et là, je décide qu'il est temps que je rentre. Et je décide de la rupture. Et quand je rends la relation, je réalise que le message que cet homme était venu m'apporter, c'était un message de guérison. De guérison. Les autres m'avaient apporté un message de prise de conscience de ma dépendance affective. Et là, celui-ci, le message qu'il m'apporte, c'est la guérison. Donc, je suis guérie de ma dépendance affective. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? J'ai de la créativité. J'ai du plaisir à vivre ma vie, même si je n'ai pas d'homme dans ma vie. Je la vis très bien, ma vie. Je suis dans la joie. Il y a une certaine paix qui s'est installée en moi. L'harmonie. Je suis dans cette vibration-là. Et je sais que le partenaire qui vient à moi, en vertu de la loi d'attraction, il sera aussi dans cette énergie. C'est une loi comme la loi de la gravité. Si, dans la loi de gravité, si tu es au-dessus d'un édifice, tu te jettes, tu t'écrases. La loi de l'attraction aussi, c'est pareil, c'est une loi universelle. Tu vibres dans l'énergie de la peur, puisque on dit demandez et vous recevrez. L'univers va t'envoyer quelqu'un, et ce sera quelqu'un dans cette énergie-là. Donc, il nous est appelé, nous sommes appelés à voir, à observer. Ça va être d'ailleurs, ça je l'ai noté, j'ai préféré le noter pour ne pas oublier. Ça va être d'ailleurs nos défis. Donc, pour en arriver à cette vibration d'amour où on va attirer un partenaire avec qui on va créer une relation saine, on a 4 défis. Une fois qu'on a compris la dynamique relationnelle, on a 4 défis. Enfin, moi, il n'y a pas que 4, il y en a peut-être plus, mais moi, j'en ai identifié 4. Donc, le premier défi, c'est d'identifier nos mécanismes auto-saboteurs. Alors, dans mon cas, le mécanisme auto-saboteur que j'ai identifié, c'est la peur de l'homme. C'est la peur du couple. Et moi, c'est pas comme ça que ça m'est venu. J'étais en psychothérapie. Et j'ai discuté avec mon psy. Et je lui rappelle, comme dans les psychothérapies, hein, on parle et puis le professionnel, il donne soit il donne le diagnostic tout de suite, soit il prend un peu de temps et puis... Et au bout de plusieurs séances, mon psy me dit, mais madame, vous avez peur des relations. Je dis, bah, comment ça? Comment ça j'ai peur des relations? Moi je ne demande que ça. Je ne demande qu'à être avec un homme, je demande de l'amour. Je dis, bah, oui, vous demandez de l'amour, mais les hommes que vous attirez ne vous correspondent pas. Donc inconsciemment, donc mon subconscient a un bénéfice inconscient. Pour mon subconscient, être en relation, c'est dangereux. Pourquoi j'en ai peur? Parce que c'est dangereux. Et ce danger, il vient d'où? De mon histoire personnelle, du transgénérationnel. Dans ma famille, j'ai vu des femmes souffrir dans leur relation amoureuse. J'ai vu ma mère se faire battre par mon mari. J'ai vu mon père, je ne le juge pas,
battre sa femme. J'ai vu des tantes, pareil. Et pire, on m'a raconté une histoire d'une ancienne tante qui avait été tuée par son mari, enterrée vive. Et donc, inconsciemment, j'ai développé une peur de la relation. Parce que pour moi, relation voulait dire souffrance. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans mon parcours relationnel. Chaque relation que j'avais, c'était la souffrance. Mais dans mon travail thérapeutique avec mon psy, moi je ne savais pas. Donc pour moi, c'était normal. Tout le monde dit ça, même dans les chansons d'amour, on parle de souffrir, l'amour, ça fait... Enfin, comme si c'était normal. Mais moi, mon psy me dit, mais madame, vous avez peur de relation. Ça, bon. Peur de relation. Ça ne me parle pas. Comme la plupart des psy, c'est un peu... non, non. Peur de relation. Non, il se trompe. Naturellement, les hommes que j'attire, je les attire pour qu'ils ne restent pas, pour que j'ai une excuse. Ça, c'est mon subconscient. Quand j'ai dit que vous n'avez pas assisté au début, notre choix conscient de la relation, du partenaire, ne vient qu'à 5%. Avec nos 5 sens, on choisit notre partenaire à la hauteur de 5%. Mais les 95% sont inconscients. Et cet inconscient, c'est notre... Parce qu'il est beaucoup plus puissant que nous. Il connaît notre parcours. Il connaît notre histoire transgénérationnelle. Et donc, en fonction de ça, il va nous fabriquer des rencontres pour que ça corresponde aux bénéfices inconscients que nous avons dans notre subconscient. Mais nous, la plupart du temps, nous ne le savons pas. Nous n'en avons pas conscience. Nous voyons juste que nos relations ne fonctionnent pas, les hommes ne restent pas, on est malheureux en histoire, mais il y a un bénéfice inconscient. Et ça, on s'en rend compte juste quand on observe les partenaires qui viennent à notre vie. Et moi, dans mon cas, c'était que j'avais peur de l'homme, de la relation amoureuse. Inconsciemment, mon subconscient m'a fabriqué des relations dans lesquelles ça ne resterait pas. Donc, la chose à faire, c'est quoi? Quand on a identifié nos mécanismes inconscients d'autosabotage, c'est de confronter ce bénéfice inconscient à la réalité. Dans mon cas, par exemple, c'est de dire à mon subconscient, mais est-ce que c'est vraiment vrai que la relation est dangereuse? Est-ce que c'est vraiment vrai que si je reste avec un homme pendant longtemps, ou bien pour le reste de ma vie, finalement il va me tuer? Est-ce que c'est vraiment vrai? Puis on est quand même au XXIe siècle. Il y a la police, il y a tout ça, on peut aller, il y a les associations des femmes battues et tout ça, on peut aller se faire aider. Donc, est-ce que c'est si vrai que ça, la relation pour moi, elle est dangereuse? Pour moi, la réponse c'est non. La relation n'est pas dangereuse. Au contraire, tant qu'on vibre dans l'amour, au contraire, on se soutient, on s'aide, ça devient comme une entreprise créative. Le deuxième défi qu'on a à relever, c'est de sortir de ce schéma de survie. J'ai dit tantôt que dans nos relations, on rentrait en mode survie parce qu'on avait peur de la solitude, peur de manquer de nourriture, peur, on a besoin de se battre contre le danger. Donc souvent, on va reproduire les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Donc sortir, le défi qu'on a, c'est de sortir, après avoir identifié nos mécanismes autosaboteurs et de s'être observé soi-même, le défi qu'on aura, c'est de sortir de ce mécanisme de survie, de ce schéma de survie à répétition. Et comment on y sort? Tout simplement en se reconnectant. Souvent les Anglais disent yoga, donc l'ancrage, assurer son ancrage. Ce qui fait que même dans les jeux de manipulation, parce que pourquoi on se manipule les uns les autres? Toujours dans cette essence de survie, puisqu'on veut le contrôler. On a peur qu'il parte. Donc on va le manipuler pour qu'il reste. Donc si on assure notre connexion à la source vitale, qui est l'univers, on assure notre connexion, on est dans notre ancrage. Ça veut dire que l'autre, il peut partir, nous, on reste dans notre alignement. On n'a pas peur qu'il parte. Puisqu'on est déjà, c'est quoi une relation de survie? C'est ce que je dis toujours, une relation de survie, c'est comme 2 verres à moitié vides.
chaque partenaire va vouloir aller se remplir avec le verre de l'autre. C'est des jeux d'énergie. Il va vouloir se remplir avec les... Mais celui qui a vu, celui qui se voit vidé de son contenu, il va vouloir aller le récupérer. Et il le récupère comment? Mais en faisant des scènes de jalousie, en battant sa femme, ou enfin, tout ce qu'on voit dans les couples. Tout ça, c'est juste parce que chacun veut récupérer son énergie, parce qu'il n'a pas pris le temps de se remplir suffisamment, donc d'être dans la complétude, pour pouvoir déborder, donc remplir sa coupe et déborder dans une plus grande coupe. Donc deux coupes pleines débordent sur une plus grande coupe qu'on appelle une relation saine. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est par la reconnexion. Le troisième défi qu'on a, c'est de remettre en question nos certitudes sécurisantes pour faire sauter nos croyances limitantes. Moi, ma croyance limitante, c'était de dire que je ne trouverai mon bonheur, ma joie de vivre, qu'avec un homme à mes côtés. Donc, sans homme à mes côtés, je ne vaux rien. C'est ça quand même le paradoxe de la vie. Hein. On n'a pas besoin de l'autre pour s'épanouir, mais sans lui, on n'est rien. Mais, avant d'aller le chercher lui, on a d'abord besoin de s'épanouir soi-même. Sinon, on repart au scénario de deux verres à moitié vides où on se vole chacun l'énergie de l'autre. Donc, remettre en cause ces croyances, ces certitudes sécurisantes. Il faut être un être complet avant de rencontrer quelqu'un pour essayer, pour pas se manger, en fait, c'est ça, enfin, se vampiriser. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et enfin, ça c'est le dernier défi que la plupart fuient, refusent, l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, du changement. On préfère s'accrocher à ses vieilles habitudes. C'est plus confortable d'avoir un homme qui a une situation stable, qui prenne soin de nos besoins. Moi, c'est toujours ce que je me disais. Ah, je vais chercher un homme riche. Je disais à mon père, je vais chercher un homme riche qui va prendre soin de moi, je vais utiliser sa carte bleue, et puis voilà. Pour moi, c'était plus agréable, plus confortable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À force de chercher cet homme riche, le temps a passé et je me suis trouvé le cœur meurtri en 1000 morceaux. Je ne l'ai pas dit, mais celui qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux et qui a permis, aujourd'hui je le remercie, qui a permis mon éveil spirituel, il avait quand même des revenus annuels de plus de 100 000 euros. Donc il était riche, mais il était alcoolique. Et il avait des velléités de violence sur mon fils. Donc il y avait un prix à payer qui était trop fort pour moi. Donc, avant lui, j'ai eu d'autres aventures. Je me suis dit, à force de... Non seulement c'est dangereux pour moi, mais aussi pour mon fils. Donc, non. Je vais faire sauter là ces croyances sécurisantes et surtout accepter l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, pour moi, ça a été d'accepter que toute seule, je dois faire quelque chose. Je dois travailler pour m'en sortir. C'était difficile. C'était compliqué. Courir les assistantes sociales, c'était humiliant. Je n'ai pas vécu, je n'ai pas grandi dans cette logique des aides sociales. Quand j'ai quitté l'Afrique pour venir vivre en Europe, ce n'était pas dans l'idée d'aller courir des assistantes sociales pour demander de l'aide. Pour moi, c'était humiliant. Très humiliant. Et c'est ce qui m'a mise dans une dépression monstre. Parce que j'en voulais à cet homme. Je me disais qu'on allait vivre dans un château. Ah, quand même, il venait de s'acheter un superbe appart à 350 000 euros. Il avait une nouvelle voiture. Et on devait vivre je allais vivre dans une situation confortable. Et paf, il fallait que je fasse un choix entre la sécurité de mon fils, ma sécurité, et ce confort. Le choix était clair.
Mais c'était douloureux, cette épreuve du changement, de me dire que plus jamais je ne compte sur un homme, même si je l'ai essayé encore 2 fois après. Mais l'épreuve du changement, c'était de dire, je ne m'accroche que aux lois de l'univers. C'est-à-dire que il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi, en qui je dois faire confiance, même si, sur le plan matériel, je n'ai aucune preuve que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle la foi. Je me dis, bon, je suis en ce monde, je ne peux pas croire que je sois venue en ce monde pour souffrir comme je souffre. Et surtout, je ne peux pas croire que je suis venue en ce monde pour ne rien faire de ma vie. J'avais 40 ans, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de mari, je n'avais pas de maison agréable comme j'avais toujours rêvé. Et j'étais désespérément seule, loin de ma famille. Je vivais à Paris avec tous mes frères et sœurs, et encore mieux en Afrique. Je me retrouve en Europe, à Lyon, toute seule, sans famille, au chômage, sans mari. Je me dis, mais c'est pas possible que j'ai pu vivre 40 ans, que ma vie soit réduite à ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc il faut que je trouve. C'est ça l'épreuve du changement. Et ça a été un processus très, très douloureux. Ça, je l'accorde. Mais j'ai tenu bon. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort pour embrasser sa zone magique. Et ça, rien que ça prend du temps. Comme je le dis toujours, c'est comme une voiture. Une voiture, quand on veut apprendre à conduire une voiture, au départ, on ne sait pas conduire une voiture. On va payer des cours. On va suivre des heures et des heures. Et puis, après, on va passer l'épreuve. Souvent, on ne veut pas passer l'épreuve. Hein? On est stressé, on a le trac devant l'inspecteur, on tremble. Et il y en a qui vont le passer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais ils persévèrent, pourquoi? Parce qu'ils veulent leur permis de conduire. Mais pourquoi dans nos relations, nous refusons de faire cet effort? Pourquoi dès que ça devient trop compliqué, on se dit, bon, je passe à l'autre, mais avec l'autre, on recommence exactement les mêmes erreurs et on n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ça, c'est parce qu'on refuse de faire, de passer l'épreuve du changement. C'est beaucoup plus confortable d'être dans sa zone de confort, dans ses habitudes. Une fois qu'on a relevé ces 4 défis, on développe des compétences. On développe des compétences relationnelles. Et ces compétences relationnelles sont valables non seulement dans la relation amoureuse, même les défis sont valables non seulement dans la relation amoureuse, mais aussi dans toutes nos relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations sociales. Ces compétences sont valables. La première compétence, c'est l'observation. Quand vous allez à un entretien d'embauche, qu'est-ce qui se passe? Le recruteur, il n'entend pas seulement ce que vous dites, hein. Il vous observe. Vos gestes, comment vous faites vos gestes, quel est le débit de votre parole, est-ce que vous restez... Il vous observe. Et dans la relation amoureuse, c'est pareil. Développer cette compétence d'observation et d'auto-observation. Moi, mon dernier partenaire, s'il avait vu la grosse loupe que j'avais sortie pour l'observer, il aurait pris la fuite. Hein, parce que je l'observais littéralement avant de décider, bon, d'accord, parce que je savais que je rentrais dans cette relation pour apprendre une leçon. Donc, j'avais pris le temps de bien l'observer. Et moi-même, d'observer, ça c'est la deuxième partie de la première compétence, non, observer l'autre avant de rentrer en relation, mais s'auto-observer en relation dans notre échange, s'auto-observer pour voir comment on se comporte. Et ensuite, la deuxième compétence, c'est de coopérer avec notre subconscient. J'ai dit que nous choisissons nos partenaires que pour 5%. Notre choix conscient n'intervient que de 5%. Le reste, c'est notre subconscient qui décide, qui nous concocte ce petit plat de rencontre. Et donc, si à chaque fois on a remarqué, dans notre observation, on a remarqué qu'il nous concoctait toujours les mêmes expériences, c'était parce qu'il y a un bénéfice inconscient. Donc, coopérer avec, parce qu'il est beaucoup plus puissant que nous. On peut décider
Par exemple, on a affaire souvent à des hommes alcooliques. On va décider, je ne veux plus d'alcoolique. Mais comme par hasard, on va encore tomber sur un alcoolique. J'entends souvent des femmes, mais j'ai pas de chance, je tombe toujours sur des salauds. J'ai pas de chance, je tombe toujours sur des connards. Les hommes vont dire, oh, je tombe toujours sur des garces, j'ai pas de chance. C'est votre subconscient, en fonction de votre histoire personnelle, que vous n'avez pas pris le temps de décortiquer, qui vous concocte ces rencontres, ces relations. Et c'est à vous de faire le travail, de comprendre quel est le bénéfice inconscient que vous tirez de ce rencontre. Et moi, dans mon cas, le bénéfice inconscient, c'était ma survie. Parce que relation, pour moi, égale danger, danger de mort. Donc le bénéfice inconscient, c'est l'intégrité physique, et la mienne, et celle de mon fils. Donc, je vais coopérer avec mon inconscient, lui disant, bon, écoute, inconscient, je sais que tu veux me protéger de la mort. Je sais que tu penses que si je vis une relation durable avec un homme, parce que moi, mes relations ne duraient pas. La plus longue relation que j'ai eue a duré 2 ans. Donc, toutes mes relations, depuis que je connais les hommes, n'ont jamais passé le cap des 2 ans. Donc, je coopère avec mon inconscient. Je lui dis, bon, d'accord. Est-ce que tu crois vraiment que si je reste plus de 2 ans, et même toute ma vie avec un homme, qu'il va finir par me tuer? Que je vais finir par mourir? Non? On coopère, écoutons. Essayons de rencontrer un homme avec qui ça va durer plus de 2 ans et voyons ce qui se passe. Essayons. Donc, ça, c'est la deuxième compétence. Coopérer avec son subconscient. La troisième compétence, c'est d'analyser. Je me souviens, j'avais dit à mon ex-partenaire, moi, je suis un vrai laboratoire. Quand je rentre en relation, j'ai l'impression d'être dans un laboratoire. J'analyse. Je regarde tout. Je décortique. Je fais des tests pour lire les résultats. Donc, on analyse nos échanges. On s'est dit ça. La dernière fois, on s'est dit ça. C'était pourquoi? Pourquoi je lui ai dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé quand je lui ai dit ça? Il a réagi comme ça. Pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire de sorte, surtout si c'est une réaction désagréable, est-ce qu'il y a moyen de faire de sorte que la prochaine fois qu'il réagisse, que je dise quelque chose qui fasse qu'il réagisse différemment? Donc, analyser. Lire les processus énergétiques qui se jouent avec nos partenaires, notre partenaire. La quatrième compétence, c'est penser systémique. La pensée systémique, comme je l'ai dit tantôt, c'est que dans un système, on s'influence mutuellement. Ça veut dire qu'on est co-responsable, aussi bien des merdes relationnelles concrètes et aussi bien des merveilles relationnelles. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de pervers narcissique. Je ne suis pas la victime d'un pervers narcissique parce que si je l'ai attiré, c'est que quelque part en moi, il y a du pervers. Il y a du narcissique. Donc, à moi de me guérir de cette partie perverse en moi. À moi de me guérir de cette partie narcissique en moi. Souvenez-vous, j'ai dit que j'ai attiré des hommes dépendants. Et en fait, c'est moi qui avais une dépendance affective. Donc, je me suis guérie de cette dépendance affective. Donc, quand on va se retrouver avec un homme qu'on va étiqueter un peu trop rapidement de pervers narcissique, interrogeons-nous. D'ailleurs, dans la formation de coach Afro, s'épanouir grâce au pouvoir féminin, je l'explique. Je donne des exercices pour pouvoir corriger cette manie, ces schémas, ces problèmes de schémas à répétition. Il y a des exercices pour ça. Ensuite, faire preuve d'humilité. Combien de relations où on voit des gens agir par orgueil? L'orgueil est la dignité des nuls. On ne peut pas créer une relation qui dure, qui tienne la route si on est orgueilleux. Ça ne fonctionne pas, l'orgueil. Aussi bien sur le lieu de travail que dans nos relations amoureuses. Faire preuve d'humilité. Il y a un grand maître qui a dit,
C'est dommage, mon PowerPoint, l'ordinateur qui m'a lâché, j'avais fait une belle photo d'humidité que j'allais vous présenter, mais bon, c'est pas grave. Il y a un grand maître, il y a 2000 ans, qui a dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans les royaumes des cieux. Les petits enfants, comment se comportent les enfants? Regardez les enfants dans les parcs. Ils vont se battre, ils vont se taper, ils vont pleurer. Et après, la seconde après, ils rejouent ensemble. Ils vont fraterniser aussi. Oui. Ils ne vont pas faire de différence. Oui. Il y a eu une petite incompréhension, d'accord, on a pleuré, on s'est chicané, on a pleuré. Après, on repart jouer comme si de rien n'était. Nous, les adultes, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me venger, il va voir. Et surtout dans le couple. Elle va voir. Sa belle robe Gucci qu'elle m'a demandé là, elle aura pas. Hein? On boude, on agit par orgueil, surtout les hommes, lui, il va se mettre dans son canapé devant sa télé, il zappe. Chérie, tu veux? Non, c'est pas ça. Non. Orgueil, on boude, on se met dans son coin. Mais dans un couple, faire preuve d'humilité. Ça, c'est la 5e compétence qu'on va développer pour vivre une relation saine. La 6e compétence, c'est identifier ce sur quoi on peut agir. Moi, j'aime bien cette citation de Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'empereur romain, très longtemps, qui disait, avant d'aller au combat, je crois, avant d'aller au combat, il disait, mon Dieu, donne-moi l'esprit de force pour changer ce que je peux changer. Donne-moi l'esprit d'abandon pour accepter ce que je ne peux changer. Donne-moi la sagesse pour discerner entre les deux. Donc ça veut dire que dans nos relations, ça se manifeste comment? Savoir ce sur quoi on peut réellement agir pour assainir la relation si elle est devenue dysfonctionnelle. Pour vivre une relation harmonieuse. Identifier ce sur quoi on peut agir. Et pour le reste, laisser aller. Bon, le terme approprié, souvent, c'est lâcher prise, mais moi, j'aime pas trop le terme lâcher prise parce que dans lâcher, il y a prise. C'est comme si on s'approchait. Donc, je préfère dire laisser aller, comme disent les Anglais, to let go. Donc, on identifie ce sur quoi on est capable de faire quelque chose pour que tout aille mieux, sinon pour le reste, on laisse aller. Si la relation doit se terminer, elle se termine. Le meilleur est à venir quand même dire ma soeur, si elle doit continuer, elle continue. Mais on ne s'acharne pas. Alors, la 7e compétence, c'est justement quand on a identifié ce sur quoi on peut agir, on passe à l'action. Et l'action avec le cœur à l'ouvrage. Parce que dans certaines relations, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, je vais aller faire les courses parce que si je ne fais pas les courses, madame va râler, donc je vais quand même aller faire les courses. D'accord? Non. On passe à l'action avec le cœur à l'ouvrage. Parce qu'on veut faire plaisir à son partenaire. Et non seulement à son partenaire, mais à soi-même. Moi, quand je concocte un petit repas à mon amoureux, jusque-là, l'amoureux que j'avais, je ne le fais pas par obligation, parce que nous, les femmes, on nous a cantonnés au rôle domestique. Je ne le fais pas par obligation. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, je passe à l'action. Parce que je sais que ça participe à entretenir le couple, à entretenir la relation. Et lui aussi, j'espère, quand tu me fais un beau cadeau Gucci, il le fait par plaisir aussi. La 8e compétence, c'est évaluer et tirer des enseignements. Ça, c'est dans le cas, même dans le couple aussi, hein. Quand on a eu une petite dispute, une crise, quand il y a une crise qui a éclaté dans le couple, on va évaluer et on va tirer des enseignements. On va se dire, bon, la prochaine fois, pour éviter qu'il y ait le feu à la baraque, bon, on va faire autrement. On évalue, on tire les leçons. Ah, bon,
comme je lui ai dit trop, je me souviens la dernière fois, ah oui, je vais prendre un exemple précis. La dernière fois, j'étais avec mon partenaire, je lui donnais des instructions, fais ça. Il a fait, au bout d'un an, il a fait. Et puis après, il vient me voir et me dit, Sylvie, tu sais, tu es trop autoritaire. Quand tu fais ça, tu me castres. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux de sa part. Il a fait preuve d'humilité. Tu me castres. J'aimerais que la prochaine fois que tu me demandes de faire quelque chose, mets-y un peu de douceur. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Quand on est dans une relation. Même si la relation est dysfonctionnelle, quand on connaît la dynamique énergétique, on apprend. On apprend pour en tirer des enseignements pour la prochaine fois. Et ça, c'était dans le cas de ma relation. Mais imaginons que je sois là, je suis célibataire. Donc j'ai tiré les leçons de cette rupture. Je sais que, donc on passe à la 9e compétence, je vais planifier des actions correctrices. Je sais que dans ma prochaine relation, même si j'ai déjà commencé avec ce partenaire-là, parce que au moins on était en plein milieu de notre relation, je sais que la prochaine fois que je vais être avec un partenaire, je vais faire preuve de plus de douceur. Bon, ça c'est mon côté yang, hein. Apparemment j'ai beaucoup de yang en moi, j'ai moins de yin. Donc je travaille à récupérer un peu mon yin. Donc je sais que le prochain partenaire, ou bien, on ne sait jamais, si c'est le même qui revient, je vais faire preuve de plus de douceur. Je vais parler avec plus de douceur. Je vais être plus attentive aux besoins de l'autre. Donc on planifie tout ce qu'on peut mettre en place. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mathématique, hein. On fait les grandes lignes, mais après c'est au cours de la relation qu'on voit comment ça se passe. Et quand on développe ces 9 compétences, moi, je ne dis pas qu'il n'y a que 9, hein, on a peut-être beaucoup plus. Quand on a relevé les 4 défis et qu'on développe ces 9 compétences, quoi de plus naturel que la relation soit saine et authentique. Et on est heureux. Je vous remercie.